Nous tenons aussi à remercier M. Abdelrahim Ajaram d'avoir accepté notre invitation. M. Ajaram est un expert comptable diplômé et commissaire aux comptes, membre de l'Ordre des experts comptables, membre de la commission de formation de l'Ordre régional de Casablanca, ayant plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de commissariat aux comptes, fiscalité et audit. Nous tenons à vous remercier et aussi pour le bon fonctionnement et le déroulement de ce webinaire. Nous tenons à préciser qu'on va démarrer par M. Abdelrahim et après les participants, ils ont la possibilité de poser leurs questions sur la discussion aux conversations et aussi on pourra donner la parole aux participants après s'ils souhaitent. Donc, M. Abdelrahim, marhaba bik. Merci. Donc, merci mes amis, mes confrères, merci chers participants. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier M. Walid, Madame Hafida, M. Samir et M. Mahfoud pour l'organisation de ce webinaire. D'accord? Donc, je partage. D'accord. Donc, ce webinaire porte sur les fondamentaux de la fiscalité internationale. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant, très vaste. On a essayé de le résumer un petit peu pour parler des principes fondamentaux. D'accord. Donc, pour le plan, nous proposons le plan suivant. Donc, on va parler de champ d'application des conventions fiscales, les étapes de définition du mode d'imposition d'un revenu. On va aussi évoquer les méthodes d'élimination des doubles d'imposition. On va parler aussi de la fiscalité des revenus passifs, la notion d'établissement stable et enfin, on va parler de l'impact de la pandémie, l'épidémie Covid-19 sur la fiscalité internationale. Donc, globalement, c'est ça le plan que nous proposons dans le cadre de ce webinaire. Donc, si vous permettez, on commence par le premier, c'est-à-dire le champ d'application des conventions fiscales. Donc, pour le champ, d'abord, c'est quoi une convention fiscale? Donc, une convention fiscale est un traité international liant deux ou plusieurs États. Donc, c'est comme un contrat. Donc, c'est deux États qui concluent un contrat où il y a les conditions, il y a les modalités, etc. Donc, une convention est un traité qui peut réunir soit deux, soit plusieurs. Donc, s'il y a deux, on parle d'une convention bilatérale. S'il y a plusieurs États comme entre le Maroc, la Libye, la Tunisie, on parle de c'est un traité multilatéral. D'accord? Donc, quels sont les objectifs des conventions? Donc, on peut les résumer en trois objectifs. Donc, tout d'abord, c'est fixer les conditions et les règles d'imposition des opérations internationales. Donc, pourquoi? Afin d'éviter les doubles impositions. Donc, l'essence même de ces conventions, c'est d'éliminer les doubles impositions. D'accord? Le deuxième objectif, c'est la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Donc, à travers, il y a des mécanismes pour ça. C'est l'échange de renseignements, assistance au recouvrement des créances fiscales, etc. Le troisième objectif qui découle des autres objectifs, bien sûr, c'est l'incitation au développement des échanges internationaux. Lorsqu'il y a une convention, il y a les investisseurs, ils vont inciter à investir dans ce pays parce qu'il y a une convention fiscale qui va lui permettre de ne pas être fiscalisé doublement. D'accord? Donc ça, globalement, les objectifs des conventions fiscales internationales. Donc, un autre point qui est intéressant aussi, c'est la hiérarchie par rapport au droit interne. Donc, il y a le principe de supériorité des conventions fiscales. Donc, au Maroc, au niveau de la Constitution, il est mentionné que le Maroc s'engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées la primauté sur le droit interne. Donc, il y a un engagement d'accorder la supériorité par rapport au droit interne. Bien sûr, il doit y avoir une réciprocité. Donc, c'est l'autre
ne l'applique pas, forcément, le Maroc ne va pas l'appliquer. Donc, il y a aussi le principe de réciprocité. Il y a la supériorité, mais aussi il y a la réciprocité. Donc, au niveau des conventions, toujours, il y a mention des personnes visées. D'accord? Au niveau des conventions fiscales, donc, il s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un ou des États contractants. Donc, la notion personne, qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, le terme personne, c'est un peu global. Ce n'est pas personne physique. Une personne, ça peut être à la fois une personne physique, une société ou bien même un groupement de personnes. D'accord? Et le terme société au niveau des conventions signifie généralement toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. Donc, les personnes physiques sont toujours figurent au niveau de la convention, ils sont définis au niveau des conventions fiscales. Donc, ici, on a dit les conventions s'appliquent aux personnes qui sont des résidents. Donc, la notion de résident, c'est une notion très importante qu'on va essayer de l'expliciter c'est après. Donc, au niveau des conventions fiscales, cette notion de résidence est définie au niveau des modèles de convention, d'abord par rapport au droit interne. C'est ensuite par rapport à des critères de départage en cas de double résidence. D'accord? Donc, on trouve ce type de paragraphe lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes. Donc, la Convention, elle résout le problème en cas de double résidence. Il est réputé résident d'un État et résident dans l'autre État. Donc, la Convention vient pour déterminer les règles pour trancher cette question-là de double résidence. D'accord? Donc, au niveau de la Convention franco-marocaine, il fait une exception à ce titre en définissant la résidence par rapport aux seuls critères conventionnels. Il ne renvoie pas aux critères du droit interne. Donc, c'est le siège social statutaire pour les personnes morales, siège de direction effective pour les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personne morale et le foyer permanent d'habitation pour les personnes physiques. Donc, c'est la Convention qui définit la notion de résidence sans se référer au droit interne. Donc, ça c'est une exception de la Convention franco-marocaine. D'accord? Donc, généralement, en cas de double résidence, pour les personnes physiques, on recourt à d'autres critères. C'est le lieu de foyer permanent d'habitation, le lieu de centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, le pays de la nationalité, le règlement par accord amiable. C'est hiérarchique. Donc, on commence par le premier et on descend. Donc, pour trancher la double résidence en fonction de ces critères-là, généralement. Pour les personnes morales, le règlement des cas de double résidence s'effectue par le recours au critère le siège de direction effective pour trancher la question de résidence fiscale pour les personnes morales. Donc, si on revient à la définition de la résidence droit interne, donc ici, au sens de Code général des impôts, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsque a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Donc ça, c'est les critères pour déterminer si une personne est résident fiscalement au Maroc ou non. D'accord? Et même sur l'article 23, donc, il précise les modalités d'imposition de l'impôt sur le revenu pour ce cas-là. Donc, pour les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, ils sont imposés à raison de l'ensemble de leurs revenus et préfets de sources marocaines et étrangères. Donc, lorsqu'on a une personne qui est réputée résident au Maroc, donc le droit interne, il impose l'ensemble de ses revenus. D'accord? Donc, pour les personnes, deuxièmement, pour les personnes physiques n'ayant pas au Maroc le domicile fiscal, donc à raison de l'ensemble de revenus et profits de sources, uniquement de sources marocaines. Bien sûr, sous réserve des dispositions fiscales marocaines. Troisièmement, les personnes ayant au Maroc leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d'imposition
est attribué au Maroc en vertu des conventions tenant à éviter les doubles impositions. Donc, même si une personne qui n'est pas résidente au Maroc, mais lorsque c'est la convention qui accorde au Maroc le droit d'imposer, donc le Maroc va imposer ses revenus, même si cette personne-là n'est pas résidente. Donc, c'est l'article 23 qui gère plus ou moins ces impositions-là pour les résidents et comment on qualifie une personne si elle est résidente ou non. D'accord? Donc, au niveau des conventions, aussi, il y a mention des impôts visés. Donc, la convention, elle énumère donc, les impôts qui sont couverts par la convention. Généralement, il s'applique pour les impôts actuels et même pour les impôts futurs. Donc, pour les impôts actuels, les conventions fiscales fixent leur champ d'application en ce qui concerne les impôts perçus pour le compte des États, des subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, indépendamment du mode de perception de ces impôts. Est-ce que ça se fait par retenue à la source, émission par voie d'oral, etc. D'accord? On a dit même, la convention, il couvre même les impôts futurs. Donc, la convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient dans le futur aux impôts actuels auxquels est remplacé. Donc, ça, c'est pour les impôts visés. Bien sûr, pour, par exemple, la TVA n'est pas concernée. Donc, chaque État est souverain et il applique la TVA dans son territoire. Il n'est pas concerné, il n'est pas concerné par les conventions fiscales. D'accord? L'autre élément, c'est par rapport au territoire fiscal, la définition du territoire. Donc, la localisation du domicile fiscal du contribuable, de la source de ses revenus et d'un éventuel établissement stable conditionne directement l'application d'une convention. Donc, il importe donc de définir géographiquement chacun des deux États contractants et de délimiter ainsi le champ d'application territoriale de la convention. Donc, au niveau de la convention, chaque partie définit son territoire. Par exemple, au Maroc, c'est quoi on entend Maroc. Donc, au niveau des conventions, cette définition est retenue. Le Maroc désigne le royaume du Maroc et lorsqu'il est employé dans le sens géographique, le terme Maroc comprend. Donc, le territoire du royaume du Maroc, sa mer territoriale et aussi la zone maritime au-delà de la mer territoriale comportant le lit de mer et ce sol, c'est ce qu'on appelle le plateau continental et la zone économique exclusive aussi. Donc ça, généralement, cette définition qui est retenue au niveau des conventions pour définir le territoire. Donc ça, c'est globalement le champ d'application des conventions. Donc si vous permettez, on va passer, donc, quelles sont les étapes de définition du mode d'imposition d'un revenu. Donc, il y a des étapes qu'il faut respecter pour pouvoir déterminer le mode d'imposition d'un revenu. D'accord? Donc, tout d'abord, on doit déterminer si la convention fiscale est applicable ou non. Donc, c'est la première question qui est très délicate. D'accord? Donc, on a dit qu'il y a un principe de supériorité par rapport au droit interne. OK? Donc, on doit vérifier si cette convention est entrée en vigueur ou non. Donc, s'il n'est pas entré en vigueur, donc on ne va pas l'appliquer. D'accord? Il y a aussi la réciprocité. Donc, on doit vérifier si l'autre partie le respecte. D'accord? C'est parfois, il y a des conventions qui étaient dénoncées. Donc, on doit savoir si elle a été dénoncée ou non. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que la convention, on peut la prendre en compte ou non? Donc, est-ce qu'il est applicable ou non? Donc, une fois on s'est assuré que cette convention, on peut l'appliquer, maintenant, on va qualifier le revenu au regard de l'article de la convention fiscale et au regard du droit interne. Donc, on va la qualifier pour trouver quel article s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit d'un redevance? Est-ce qu'il s'agit d'un bénéfice d'entreprise? Est-ce qu'il s'agit d'un intérêt? Est-ce qu'il s'agit d'un impôt non cité, etc. Donc, c'est important de qualifier le revenu. Maintenant, une fois on a qualifié le revenu, on va déterminer le régime d'imposition de ce revenu. D'accord? Et après, on va définir les bases et modes d'imposition. Donc, il y a un principe important
c'est le principe de préservation des avantages ou le principe de non-aggravation. D'accord? Donc, pour ce principe-là, par exemple, si le droit interne impose un revenu à 10%, d'accord, et au niveau de la convention, il prévoit un taux de 5, donc on ne va pas appliquer le droit interne. Donc, parce que déjà, on a un taux supérieur. Non, par exemple, la convention prévoit 15% et le droit interne uniquement 10%. Donc, on ne va pas appliquer 15 parce que le droit interne prévoit un taux plus avantageux. Donc, on ne va pas aggraver la charge fiscale au niveau par rapport à la convention. Donc, on va retenir 10. D'accord? Ça, c'est un principe important. Donc, pour l'application d'une convention, on a dit qu'en présence d'une convention fiscale, la première question à se poser est évidemment de savoir s'il est applicable au cas d'espèce. Donc, si les conditions d'application de la convention sont satisfaites, donc le contribuable ou l'administration auront alors intérêt à s'en prévaloir. Dans le cas contraire, non. Donc ça, on a dit, c'est la première étape. Pour la deuxième étape, donc c'est la qualification du revenu. Donc, en cas de présence d'une convention fiscale, donc on se réfère d'abord à la définition donnée par la convention fiscale. Donc, s'il y a une définition au niveau de on va se limiter à cette définition. D'accord? On doit vérifier aussi si la convention renvoie au droit interne pour la définition d'un revenu. Parce qu'il y a parfois, c'est la convention, il renvoie au droit interne pour définir un revenu. D'accord? Il ne peut, dans certains cas, de ne pas définir ce revenu-là. D'accord? Bien sûr, en cas d'absence des conventions fiscales, automatiquement, on applique le droit interne. Donc, la troisième étape, c'est déterminer le régime d'imposition. Donc, cette question répond donc, on va déterminer quel État a le pouvoir d'imposer ce revenu. Donc, est-ce que c'est le pays de la source du revenu? Est-ce que c'est le pays de résidence? Est-ce que c'est les pays de la source et de la résidence, les deux? Donc, généralement, il découle de ce principe-là une répartition de droits d'imposer comme suit. Il y a des revenus qui sont exclusivement imposables dans l'état de la résidence du bénéficiaire. Donc, c'est une imposition exclusive au niveau de l'état de la résidence du bénéficiaire. L'autre, l'autre mode d'imposition, c'est revenu exclusivement imposable dans l'état de la source. Ce n'est pas au niveau de la résidence, c'est de la source. Il y a une autre modalité, c'est les revenus imposables dans l'état de la résidence et dans l'état de la source. Donc, on parle d'une imposition partagée. Donc, c'est le cas, par exemple, des redevances. D'accord? On l'impose au niveau de la source et ils sont aussi imposables dans la résidence, l'état de la résidence du bénéficiaire. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et après, on va déterminer la méthode retenue. D'accord? Donc, déterminer quelle est la méthode retenue pour éviter la double imposition. Donc, il y a deux méthodes. Donc, il y a la méthode de l'exemption, de l'exonération, et l'autre méthode, c'est la méthode de l'imputation. D'accord? Donc, on va essayer par la suite d'expliciter ces deux notions-là, ces deux méthodes-là. Donc, le troisième volet, c'est les méthodes d'élimination des doubles impositions. Comment on élimine réellement les doubles impositions. Donc, pour la méthode de l'exemption, dans le cas où le droit d'imposition est attribué à l'état de la source, l'état de la résidence n'assujettit pas en principe à ses impôts les revenus imposables dans le pays de la source, c'est-à-dire les exempts, donc il les exonère. Donc, cette exemption s'applique selon deux variantes. D'accord? Donc, il y a ici, on a l'état de la source, il y a l'état de la résidence. Donc, la résidence n'assujettit pas. Donc, pour la personne qui est résident dans l'autre État ne va pas assujettir. Donc, il y a une exonération. Donc, mais cette exemption s'applique selon deux variantes. On parle d'exemption intégrale
Donc, dans ce cas, le revenu imposable dans le pays de la source n'est en aucune façon pris en compte dans l'état de la résidence pour la détermination de l'impôt sur le reste des revenus. D'accord? Donc, ça, c'est l'exemption intégrale. Donc, pour l'exemption avec progressivité, le revenu imposable dans le pays de la source n'est pas imposé dans le pays de résidence, mais il est pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition sur le reste des revenus. D'accord? Donc, au niveau de l'état de résidence, il va prendre ce revenu-là, mais uniquement pour déterminer le taux effectif d'imposition. Donc, il va l'entrer dans la base uniquement pour savoir quel est le taux qu'il va appliquer. Il ne va pas l'imposer, mais uniquement il va l'intégrer au niveau de la base pour déterminer le taux effectif. Mais au niveau de la première variante, exemption intégrale, donc il n'est pas pris carrément comme il n'existe pas au niveau de l'imposition, au niveau de l'état de résidence. D'accord, c'est ça la différence entre ces deux variantes-là. Mais il faut retenir que le pays de résidence, ce revenu-là n'est pas imposable. Donc, pour la méthode de l'imputation, donc selon cette méthode, l'état de la résidence, donc le domicile fiscal, comprend le revenu de source étrangère dans les bases d'imposition et déduit ensuite de l'impôt qui est dû celui payé à l'étranger. Donc ici, il y a une imposition partagée. D'accord? Donc, il peut prendre deux déclinaisons, deux variantes. La première imputation, c'est l'imputation intégrale. Donc, l'État de la résidence accorde une déduction correspond à l'intégralité de l'impôt prélevé dans le pays de la source de revenus. Donc, cette méthode évite totalement la double imposition, mais elle oblige l'État de la résidence à accorder un crédit d'impôt, tax credit, alors même qu'il ne prélève pas ou prélève un impôt inférieur à celui payé dans l'État de la source. Ce faisant, une dépense fiscale se trouve entraînée pour le pays de la résidence. C'est l'imputation intégrale. La deuxième variante de l'imputation, c'est l'imputation qui est partielle. Donc, la déduction accordée par l'État de la résidence est limitée uniquement à l'impôt qu'il peut prélever sur le revenu provenant de l'autre contractant. Donc, c'est un plafond qu'on le plafonne à l'impôt qui est dû au Maroc, par exemple. Donc, pour tout ce qui est supplément, donc on ne va pas le prendre en compte au niveau de l'imputation. Donc, cette méthode présente l'inconvénient de laisser subsister une double imposition résiduelle, d'accord, parce qu'il y a une partie qui ne va pas être imputée parce qu'il est plafonné, mais présente l'avantage de ne pas obliger l'État de la résidence à faire des concessions supérieures à des recettes, donc imputer un impôt en totalité comme la première variante. Donc, le surplus d'impôt non imputé ne peut être ni retranché de l'impôt dû au titre des exercices suivants, ni restitué à la société. D'accord? Donc, on se limite au plafond. Donc, c'est un crédit d'impôt plafonné. Donc, si vous permettez, on va traiter la fiscalité des revenus passifs, c'est-à-dire tout ce qui est redevances, intérêts, dividendes et revenus fonciers, revenus immobiliers. D'accord? Donc, au niveau des redevances, la fiscalité des revenus concerne les redevances. Donc, pour le principe d'imposition des redevances dans le réseau conventionnel marocain, donc, c'est le principe du partage d'imposition qui est retenu dans toutes les conventions conclues par le Maroc, à l'exception de quelques conventions. Donc, où le droit d'imposition est attribué exclusivement soit au pays de la source du revenu, soit au pays de la résidence du bénéficiaire. Donc, il y a des exceptions. Mais généralement, il y a partage. Donc, dans le cas de la convention avec les Émirats arabes unis, les gouvernements nationaux ou locaux ainsi que certains établissements gouvernementaux sont exonérés de l'imposition sur les redevances dans le pays de la source. Donc, il est évident donc toujours de revenir à la convention et de voir s'il y a des exceptions. Donc, la référence, c'est toujours la convention qui va trancher. Est-ce que c'est
l'état de la source, est-ce que c'est l'état de résidence, est-ce que c'est exonéré? Non. Donc, comme on a dit, la convention est très importante pour trancher sur le mode d'imposition. Donc, au niveau de la convention, il y a la définition de ce revenu-là. Qu'est-ce qu'on entend par redevance? Donc, si on voit la définition, c'est les rémunérations de toute nature payées pour, tout d'abord, pour l'usage ou la concession de l'usage des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, etc., d'un brevet, d'une marque de fabrique, de commerce, etc., d'un droit d'usage, d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique. Ça, c'est la première catégorie de redevance au niveau des conventions. Le deuxième, c'est les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial. Donc ça, les rémunérations afférentes à ce type de prestations est qualifiée aussi de redevance. Le troisième type de redevance, c'est les études économiques ou techniques. D'accord? Généralement, c'est ces trois types-là. Donc, pour ce qui est le droit interne, donc, il s'agit d'une liste aussi très large. Il couvre toutes les redevances aux rémunérations versées pour. Donc, ça, c'est la définition au niveau du CJ, l'article 15. Donc, c'est l'usage au droit à usage des droits d'auteur, la concession de licences d'exploitation de brevets, la fourniture d'informations scientifiques, techniques, etc., l'assistance technique, la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc, l'exploitation, l'organisation, l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues, l'allocation d'équipements de toute nature, intérêts de prêt et autres placements à revenus fixes, le transport routier de personnes ou de marchandises, commissions honoraires et les prestations de toute nature utilisées au Maroc. Donc ça, c'est une définition qui est très, très large. Donc ici, pour l'imposition de ces redevances, donc, il y a l'imposition des redevances de source marocaine. Donc, s'il existe une convention fiscale internationale, donc, par rapport au droit interne, il prévoit l'application d'un taux de 10%. Donc, si une société marocaine verse une redevance à une société étrangère, donc il doit retenir 10%, mais encore faut-il recourir aux conventions fiscales. D'accord? Donc, s'il y a absence de convention fiscale internationale, donc ici, automatiquement, on applique uniquement le droit interne, on retient la retenue à la source au taux de 10% conformément aux dispositions du CJ. Donc, ça, c'est pour les redevances de source marocaine. Donc, bien sûr, pour le fait générateur, c'est le versement, mise à disposition, inscription en compte des bénéficiaires. Donc, il faut préciser aussi que le Maroc a fait des réserves au niveau sur le modèle d'OCDE. Donc, ici, le Maroc se réserve le droit de continuer d'inclure et même rajouter dans la définition des redevances les revenus tirés de l'allocation d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ainsi qu'en conteneurs, les rémunérations correspondant aux services ou à l'assistance technique, aux études techniques et économiques ainsi qu'aux prestations de services de toute nature. Donc, il se réserve le droit d'imposer, de qualifier comme redevance toute prestation de service. Il peut la qualifier et partant réclamer la retenue à la source. Donc, le dernier, c'est les paiements pour des transmissions par satellite, câble, fibre optique ou par une technologie semblable. Donc, ça, le Maroc peut les qualifier comme redevance. Donc, si vous permettez, donc, on passe aux deuxième catégorie de revenus, à savoir les dividendes. Donc, le terme dividende désigne généralement les revenus provenant d'actions, actions au bon de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs, autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, bien sûr, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par législation de l'État dont la société distributrice est un résident. Donc ça, c'est la définition générale retenue par les conventions fiscales. Mais il y a des particularités des droits internes par rapport aux conventions fiscales internationales. Donc au niveau du CJI, les revenus et rémunérations alloués aux membres non résidents
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés passives de l'impôt sur les sociétés sont qualifiés aussi de dividendes. D'accord? Donc, c'est les rémunérations servies au moment non résident, ils sont rangés parmi les dividendes. La deuxième catégorie, c'est les bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes. Ils sont aussi qualifiés comme dividendes dans le droit interne marocain. La troisième, c'est les distributions occultes, résultant des redressements des bases d'imposition des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. Ils sont qualifiés également de dividendes par rapport au Code général des impôts, droit interne. Désolé. Donc, par rapport au principe d'imposition de ces dividendes, donc, généralement, les dividendes payés par une société qui est résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État sont imposables dans cet État, dans cet autre État. D'accord? Mais il n'y a pas d'exclusivité d'imposition. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables. Donc, il n'y a pas une imposition exclusive. Il y a une imposition qui est partagée. Partagée dans la mesure où il est prévu que, toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant, dont la société qui paye les dividendes est un résident. Et sur la législation de cet État, mais c'est si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder certains pourcentages. D'accord? Donc, les conventions prévoient que si le bénéficiaire effectif, il prévoit d'autres taux qui sont plus avantageux. D'accord? Mais généralement, ou même aussi au niveau des dividendes, il pourrait avoir une imposition partagée. Partagée entre l'État de la source, c'est l'État qui va payer les dividendes, et le pays de résidence. Pays de résidence du bénéficiaire. Donc, il peut y avoir, la convention peut prévoir l'imposition partagée. Donc, ce n'est pas une imposition exclusive. Donc, l'imposition des dividendes de source marocaine, par exemple, une société marocaine qui va verser des dividendes, donc il va retenir 15% en principe, mais il faut se référer s'il y a convention, il faut se référer aux dispositions conventionnelles, et il peut y avoir des taux plus avantageux. Donc, on va appliquer les taux qui sont prévus au niveau de la convention. Donc, pour l'imposition des dividendes de sources étrangères, d'accord? Donc, maintenant, un résident au Maroc va percevoir des dividendes. Donc, pour les personnes physiques, donc, il va être imposé à 15%, qui est libératoire de l'impôt sur le revenu. D'accord? S'il s'agit d'une personne morale résidente, donc ce revenu-là, cette société qui est résidente au Maroc, qui va l'apercevoir, donc il bénéficie également de l'abattement 100% au niveau de son résultat fiscal. Donc, il va l'inclure quand même dans son résultat fiscal, et après, il va le déduire au niveau du tableau de passage, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la modalité d'imposition des dividendes de sources étrangères. Bien sûr, le fait générateur, c'est également la versement, mise à disposition ou inscription en compte des personnes bénéficiaires. Donc, la troisième catégorie des revenus, donc, ce sont les intérêts. D'accord? Donc, généralement, le terme intérêt désigne les revenus provenant des créances de toute nature. Donc, les créances, ce n'est pas des actions. Des créances de toute nature assorties au nom de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation au bénéfice du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics, des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. D'accord? Toutefois, les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme les pénalités de retard, ne sont pas considérées comme des intérêts. Donc ici, comme les dividendes, le principe d'imposition des intérêts, donc les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Donc, il n'est pas dans le modèle des conventions, il n'est pas mentionné, ils sont exclusivement assujettis à l'impôt dans l'État ou l'autre État. Donc, ils sont imposables mais toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent. Donc, c'est
la source, c'est l'État de la source. Et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un non-résident de l'autre État, l'impôt ainsi établi ne peut excéder un certain pourcentage des montants bruts des intérêts qui est prévu par les conventions. Donc, ici, il y a possibilité pour l'État de la source d'imposer ses revenus. Donc, il y a une imposition partagée, aussi bien l'imposition au niveau de l'État de la source du revenu et le pays de résidence du bénéficiaire. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire effectif, la Convention prévoit des taux plus avantageux, généralement. Donc, ici, pour l'imposition des intérêts de source marocaine, donc, les intérêts servis à des personnes non résidentes sont soumis à la retenue à la source au taux de 10%. Donc, bien sûr, sous réserve de l'application d'une convention fiscale de non-opposition et sous réserve s'il y a des exonérations au niveau du droit interne. Donc, il faut voir s'il y a parce qu'il y a certains revenus qui sont, certaines conditions qui exonèrent les intérêts de la retenue à la source dans certains cas. D'accord? Donc, il faut voir la convention, mais aussi le droit interne. Bien sûr, le fait générateur, c'est le versement, mise à disposition ou inscription en compte des personnes bénéficiaires. Donc, ici, pour l'imposition des intérêts de sources étrangères, donc les personnes physiques résidentes, donc imposition du revenu brut du taux, donc la source est étrangère. Donc, on va percevoir une personne morale, une personne physique résidente au Maroc, elle va percevoir des intérêts de l'étranger. Donc, ils seront imposés au 30%. Pour les personnes morales, bien sûr, les intérêts sont imposés dans les conditions de droit commun sous réserve des dispositions des conventions fiscales. Donc, si une société perçoit des intérêts de source étrangère, il va les inclure dans le résultat fiscal, de son résultat fiscal, où il va être imposé à moins que la convention stipule autrement. Donc, si vous permettez, on passe aux revenus fonciers, revenus immobiliers. Donc, généralement, les conventions fiscales définissent les revenus immobiliers comme étant, ce sont les revenus des biens immobiliers, les bénéfices des exploitations agricoles, les bénéfices des exploitations forestières. Donc, à ce niveau-là, il se pose le problème de savoir si les titres de sociétés immobilières transparentes et de sociétés à prépondérance immobilière, est-ce qu'ils constituent des biens immobiliers? En effet, ces titres ne sont assimilés aux biens immobiliers que dans le cadre des profits fonciers. Donc, au niveau de l'article 61 du CJI, la divergence entre le droit commun et le droit fiscal concernant cette notion de bien rend la qualification difficile. Donc, même si je dispose des titres dans ces sociétés-là, sociétés prépondérance ou bien transparentes. Donc, ces titres-là, ils sont qualifiés d'un bien immeuble. D'accord? Ils sont rangés dans la catégorie de revenus immobiliers au niveau du CJI, au niveau du droit fiscal. Donc, pour le principe d'imposition des revenus immobiliers convention, donc, c'est l'imposition dans l'état dans lequel est situé le bien immobilier qui produit ce revenu selon la règle du CETUS. Donc, les revenus d'un bien immobilier, ils sont imposés là où se trouve ce bien-là. Donc, on l'appelle, c'est la règle du CETUS. D'accord, pardon. Donc, les loyers générés par des biens immobiliers possédés à l'étranger, donc si, par exemple, une société, une personne détient un bien immobilier à l'étranger où il y a une convention. Donc, il ne va pas être imposé ici au Maroc parce que déjà, le revenu sera imposé là où il se situe le bien immobilier. Donc il n'y aura pas une imposition ici au Maroc. Donc ça, généralement pour la fiscalité des revenus. Maintenant, si vous permettez, on passe à la notion d'établissement stable, qui est une notion très importante aussi que j'ai estimé nécessaire de la développer. D'accord? Donc, comme vous savez, l'intervention d'une société étrangère dans un État autre que celui de sa résidence peut se faire selon plusieurs formes. Donc, si une société veut s'installer au Maroc,
dans un pays au Maroc, donc il a plusieurs possibilités. Donc, soit il crée une société dans cet État à travers une filiale, ou bien il crée une simple succursale, ou bien une intervention directe, il envoie ses salariés, etc., pour effectuer un travail et ils reviennent, donc sans entité, sans identification, sans rien, ou bien par l'intervention d'un établissement stable. Donc, par la suite, donc, on s'attache à présenter d'une manière succincte les contours de cette notion d'établissement stable. Quoi signifie établissement stable qui est prévu dans les conventions fiscales? Donc ici, on rappelle un petit peu les principes généraux d'imposition en droit interne. Donc, au niveau de l'article 5 du CJI, les sociétés, qu'elles aient en ont un siège au Maroc, ils sont imposables à l'IS à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus qui se rapportent, ou bien qu'elles possèdent à l'activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'ils réalisent au Maroc, même à titre occasionnel. D'accord? Deuxièmement, dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions fiscales. Donc ça, c'est la territorialité en matière d'IS pour ces opérations-là pour les sociétés étrangères qui ont leur siège au Maroc. Donc, le dit article précise également que lorsque les travaux exécutés au service rendu au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc dont la société ne réside sans intervention du siège étranger, les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est dans ce cas imposé comme une société de droit commun. Donc ça, les bénéfices ou les travaux qui sont réalisés, ils seront imposés au Maroc. Donc, ici, on va évoquer l'intérêt de la notion d'établissement stable au niveau conventionnel. Donc, la notion d'établissement stable consacrée par les conventions fiscales permet de déterminer l'État qui a le droit d'imposer les bénéfices réalisés par une entreprise lorsqu'elle exerce son activité en dehors de son état de résidence. Donc, une société qui réside en France, qui vient au Maroc exercer une activité, comment on va déterminer s'il s'agit d'un établissement stable ou non? Donc, ça, c'est donc les conventions. Il va trancher quel État a le droit d'imposer à la lumière de cette notion-là. Donc, ici, pour le principe d'imposition des bénéfices des entreprises, donc le principe généralement énoncé dans les conventions pour l'imposition des bénéfices des entreprises est le suivant. Donc, les bénéfices d'une entreprise, d'un État contractant ne sont imposables quand dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son établissement dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé. Donc, parfois, il peut s'agir d'un simple bénéfice d'entreprise. Une société peut exercer, peut faire une activité, mais il ne s'agit pas d'un établissement stable. D'accord? Donc, ici, cette notion est très importante. Donc, ici, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Donc, un établissement stable, c'est une installation fixe d'affaires. Donc, on va expliciter ces trois notions-là. Donc, pour les critères pour qualifier un établissement stable ou non, pour la qualification d'un établissement stable ou non, il y a trois conditions cumulatives qui sont nécessaires, les trois. Il doit y avoir tout d'abord l'existence d'une installation d'affaires. Cette installation d'affaires doit être fixe. Et troisièmement, il doit y avoir un exercice d'une activité. Donc, pour l'analyse de ces conditions, les praticiens se réfèrent généralement aux commentaires du modèle de l'OCDE. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'existence d'une installation d'affaires? Donc, l'installation d'affaires suppose qu'il doit exister un local, ou dans certains cas, des machines, un outillage qui sont à la disposition de l'entreprise, abstraction faite
qu'elle soit propriétaire ou non. Donc, même s'il loue du matériel, il travaille avec, donc il y a une installation d'affaires. D'accord? Donc, cette expression couvre donc tout local, matériel, équipement, installation utilisé pour l'exercice de l'activité de l'entreprise. Donc, la première notion pour qualifier un établissement stable, donc ça, c'est l'existence d'une installation d'affaires. Je rappelle donc pourquoi cette notion d'établissement c'est important. Une fois on qualifie cette activité comme un établissement stable, il va être imposé là où il est qualifié. Donc il doit s'identifier et déposer son bilan et payer ses impôts. Donc cette notion comme on a dit, donne le droit à un État d'imposer s'il qualifie une activité exercée par une société non résidente, s'il le qualifie par un établissement stable, donc il doit déclarer ses impôts. Donc le premier critère de qualification d'établissement stable est l'existence d'une installation d'affaires. Le deuxième critère de qualification, c'est l'installation d'affaires doit être fixe. Donc, d'après cette définition, l'installation doit être fixe. Ainsi, il doit normalement exister un lien entre l'installation d'affaires et un point géographique déterminé. Donc, on doit le localiser. D'accord? Donc, un établissement stable n'est censé exister que si l'installation a un certain degré de permanence. Donc, cette fixité, ce n'est pas simplement fixe, c'est aussi la permanence. Il est toujours là, il est fixe. Donc, il y a un degré de permanence. C'est pas autrement dit, il ne doit pas avoir été créé à des fins purement temporaires. D'accord? Donc, par exemple, si une société effectue une simple publicité pour, par exemple, une société étrangère, fait pour une société marocaine, une simple opération de publicité, donc ça ne va pas être qualifié d'établissement stable. L'établissement stable, ça suppose une installation au Maroc avec une fixée certaine permanence, avec du personnel, donc c'est une notion plus large. Donc, comme vous pouvez le constater, l'appréciation de ces éléments sont subjectifs et naturellement délicats. Si une installation créée en vue d'une certaine permanence est liquidée rapidement pour des raisons diverses, il ne perd pas normalement son caractère d'établissement stable. Parce qu'au départ, l'objectif a été d'une manière permanente. Après, il est survenu quelque chose qui a fait que la société ACC ne remet pas en cause le qualificatif. Parce que déjà au départ, l'intention a été d'exercer d'une manière permanente. Inversement, une installation temporaire au départ, mais dont l'activité se poursuit, dont vient rétroactivement un établissement stable, donc parce qu'il y a la condition de la permanence. Donc ça, c'est la deuxième condition importante pour qualifier un établissement stable. La troisième, c'est bien sûr, c'est l'exercice d'activité. Donc, on doit savoir si cette entité-là exerce une activité. Donc, pour qu'une installation dotée d'une certaine permanence constitue un établissement, il faut que l'entreprise y exerce tout ou partie de son activité. Par exemple, un atelier ou une usine désaffectée ne sont pas des lieux d'exercice d'activité et ne constituent pas donc des établissements stables. Donc, parce qu'il n'y a pas d'activité. On ne peut pas uniquement, il y a une installation, il y a une permanence et il n'y a pas d'activité. Donc, ce n'est pas un établissement stable. D'accord? En toute hypothèse, la référence à un critère d'activité implique qu'un établissement stable existe dès que l'entreprise commence à travailler au moins de l'installation. Donc, une fois il commence à travailler, donc déjà, il est qualifié d'établissement stable. Donc, selon les commentaires de l'OCDE, le point de départ est fixé au début de la période de la préparation des activités et non pas celle de la mise en place des installations. D'accord? Donc, le qualificatif d'établissement stable commence dès la préparation des activités. D'accord? Donc, l'établissement stable cesse d'exister avec l'aliénation de l'installation, avec la cessation de toute activité par son intermédiaire. Donc, s'il y a une liquidation, par exemple, on ne peut pas parler d'établissement stable. Donc, il disparaît parce qu'il ne va plus exercer l'activité par la suite et il a vendu tous ses actifs. D'accord? Donc, toutefois, une interruption temporaire des opérations ne saurait être assimilée à une fermeture. Parce que c'est momentané.
D'accord? Donc, au niveau des conventions, il liste des exemples où c'est qualifié d'établissement stable. Donc, les conventions fiscales conclues par le Maroc donnent une liste nullement limitative, parce qu'il prévoit que, notamment, il prévoit ce mot-là, notamment, d'installations qui peuvent chacune constituer, qui peuvent chacune, c'est pas uniquement, s'il s'agit par exemple d'une usine, automatiquement, il y a établissement stable. Donc, ils peuvent chacune constituer un établissement stable. Toutefois, une installation figurant au niveau des exemples donnés par une convention fiscale ne constitue un établissement que s'il répond à la définition générale qu'on a vue, les 3 critères. Même s'il est mentionné au niveau des stables, s'il ne répond pas à la définition générale et aux critères qu'on a évoqués, donc il n'est pas constitutif d'établissement stable. Donc, par exemple, si une installation figurant sur la liste, une succursale, un bureau qu'on va aller voir par la suite, ne fait pas d'affaires ou ne sert pas à l'exercice de l'activité de l'entreprise, il n'est pas constitutif d'un établissement stable. Inversement, une installation qui ne figure pas au niveau de la liste des exemples donnés par la convention fiscale peut constituer un établissement s'il répond aux critères de la définition générale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses, les exemples qui sont cités dans la convention, ils sont donnés à titre indicatif, d'accord, et peuvent, dans certains cas, ne pas constituer des établissements stables si les conditions requises ne sont pas remplies. Pardon. Donc, les conventions donnent en général les exemples suivants. Donc, c'est qui sont ces exemples qui sont constitutifs d'établissements stables. Sont le siège de direction, un bureau, une succursale, une usine, un atelier, un magasin de vente, un lien d'extraction des ressources naturelles, un chantier de construction et de montage. On a dit que c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, si vous permettez, le premier exemple, c'est le siège de direction. Donc, le siège de direction doit s'entendre d'un lieu où une entreprise prend certaines décisions. Donc, c'est un siège de direction, le lieu de la réunion de certains organes sociaux, par exemple. En pratique, cette notion joue rarement, sauf pour le cas, par exemple, d'une multinationale qui a délégué des fonctions de direction à ses bureaux régionaux. D'accord? Parce que là, s'il délègue, donc le bureau régional devient un centre de décision. Donc, la notion de siège de direction est mentionnée séparément de celle de bureau, car il ne s'agit pas nécessairement de la même chose. Donc, il y a une différence entre siège de direction et un bureau. Dans les conventions fiscales conclues par le Maroc, le terme siège de direction est cité distinctement du bureau. D'accord? Un bureau, donc le deuxième exemple, la notion de bureau est évidemment très vaste. Il obéit aux mêmes règles que le siège de direction au succursale. Donc, au fond, le critère distinguant les bureaux qui sont des établissements stables de ceux qui ne le sont pas réside dans le fait que les premiers sont des centres de décision. Donc, si le bureau est un centre de décision, il constitue un établissement stable. Alors que dans le second, donc s'il n'y a pas un centre de décision, ils ne le sont pas. En pratique, la conclusion pour conclure qu'un bureau constitue ou non un établissement stable est très délicat et dépend des circonstances de chaque cas. Donc, c'est une question de fait qu'il faut approfondir. Donc, le troisième exemple, c'est le succursale. La succursale, une succursale. La notion de succursale n'est pas définie par les conventions fiscales. Il convient donc de se référer au droit d'interne et d'appliquer la définition générale de l'établissement stable. Donc, une succursale ne sera a priori considérée comme un établissement stable que s'il possède une certaine fixité, permanence et une certaine autonomie dans la prise de décision. Donc, une succursale qui ne servirait qu'à remplir des fonctions d'exécution et dont le responsable n'aurait pas de pouvoir de recrutement, de gestion de personnel, de gestion financière ou commerciale,
ne devrait pas en principe être regardé comme un établissement stable. Donc, mais en pratique, lorsqu'une société étrangère ouvre une succursale au Maroc, par exemple, il est souvent difficile de prétendre qu'il ne s'agit pas d'un établissement stable. Donc, le troisième exemple d'établissement stable, c'est le lieu d'extraction des ressources naturelles. En général, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, par exemple hydrocarbures sur terre ou en mer, sont considérés comme des établissements stables. Donc, il est lieu de préciser que la quasi-totalité des conventions fiscales conclues par le Maroc ne mentionnent que l'activité d'extraction des ressources naturelles comme constitutive d'établissements stables et non pas les activités d'exploration et de prospection des ressources naturelles. Donc, le forage de pétrole, par exemple. Exception faite de la convention fiscale conclue avec le Royaume-Uni, qui considère aussi les activités de prospection comme des établissements stables. Donc, notons par ailleurs que le Maroc se réserve le droit d'insérer la prospection des ressources naturelles au niveau des exemples considérés dans les conventions futures à conclure. Donc, l'autre exemple d'établissement stable, qui est important aussi, c'est le chantier de construction ou de montage. Donc, qu'est-ce qu'un chantier de construction ou de montage? Donc, l'étendue de la notion du chantier est variable d'une convention à l'autre, en fonction des intérêts des pays et des résultats des négociations menées par les États. Donc, en général, mais il faut toujours se référer à la définition au niveau des conventions, en général, il s'agit d'installations destinées à réaliser un ouvrage déterminé et qui disparaissait une fois l'ouvrage achevé. Donc, il s'agit d'un chantier. Donc, d'installations destinées à réaliser un ouvrage bien déterminé. Donc, c'est lié à l'exécution d'un chantier bien déterminé, d'un ouvrage bien déterminé. Généralement, les conventions fiscales visent les chantiers de construction et ou de montage. Cette expression s'entend au sens le plus large, selon le modèle de l'OCDE, et couvre, outre la construction de bâtiments, celle des routes, des ponts, de canaux, etc., ainsi que le montage d'installations techniques et des machines. Donc, on a dit, il faut se référer toujours à la convention fiscale pour savoir la définition exacte de qu'est-ce qu'un chantier de construction ou de montage. Donc, pour les durées, donc, les conventions fiscales conclues par le Maroc retiennent des durées très variables pour les chantiers de construction et de montage. Donc, il y a des conventions qui prévoient une durée de 12 mois. C'est le cas des conventions, c'est la convention conclue avec l'Espagne, une durée de 6 mois. Donc, la quasi-majorité des conventions conclues par le Maroc prévoit cette durée. Donc, les États-Unis, Norvège, Finlande, Belgique, Égypte, etc. Donc, durée fixée à 183 jours, c'est avec le Royaume-Uni. Donc, durée fixée à 8 mois, c'est le cas des conventions conclues avec la Corée, les Émirats, l'Inde, la Russie, le Liban. Et durée fixée à 3 mois, c'est le cas de la convention conclue avec le pays de l'Oman. D'accord? Mais il y a certaines conventions, il y a une absence de critères de durée pour les chantiers de construction. Donc, il ne prévoit aucune durée. Et une durée de 6 mois pour les chantiers de montage, c'est le cas notamment des conventions conclues avec la France, le Canada et l'Allemagne. Donc, par exemple, si un chantier dépasse cette durée-là, il sera qualifié automatiquement d'établissement stable. Dans ce cas, il doit s'identifier dans le pays où il va exercer son activité et payer ses impôts. Donc, si même il s'agit d'un chantier de construction ou de montage inférieur à ces durées-là, donc là, il ne sera pas qualifié d'établissement stable. Donc, le qualificatif et la durée sont très importants pour savoir si ce chantier est qualifié d'établissement stable, oui ou non. D'accord?
Donc, toujours par rapport à la durée, donc lorsque la condition de la durée est fixée, le décompte des jours d'activité de change obéit notamment aux règles suivantes. Donc, quelle date on va commencer à décompter, à compter ce délai-là. Donc, c'est la date à partir de laquelle le chantier est considéré comme existant. Donc, c'est à compter de la date à laquelle l'entrepreneur commence son activité, y compris les travaux préparatoires exécutés dans le pays où la construction doit être édifiée. D'accord? Donc, là, on compte à partir de la date où commence l'activité. La date de la fin, c'est quoi? Donc, il y a un début et une fin. Donc, la date de fin du chantier, le chantier continue d'exister jusqu'à ce que les travaux soient terminés ou définitivement abandonnés. Le chantier ne doit pas être considéré comme ayant cessé ses activités si les travaux ont été momentanément interrompus. Donc, ce n'est pas une cessation parce que c'est une interruption qui est temporaire. Donc, ce n'est pas une cessation. D'accord? Par rapport aux chantiers successifs, parce qu'il y a parfois où l'entreprise étrangère va exécuter plusieurs chantiers plusieurs chantiers. Donc, dans ce cas, le critère de la durée s'applique à chaque chantier pris à part. D'accord? Ainsi, d'après les commentaires de l'OCDE, il ne faut pas tenir compte du temps que l'entreprise a déjà passé sur d'autres chantiers qui n'ont aucun lien avec le premier. Donc, c'est une condition parce qu'il doit être indépendant, ce n'est pas lié. Donc, ici, on va compter chaque chantier à part pour la durée. Donc, à côté, dans les conventions, il prévoit également les exclusions de la définition générale, même s'ils constituent des établissements stables. Donc, il y a des cas où la convention prévoit des exclusions. Donc, les conventions fiscales bilatérales conclues par le Maroc énumèrent un certain nombre d'activités qui sont considérées comme des exceptions à la définition générale et qui ne constituent donc pas des établissements stable, même si l'activité est exercée dans une installation fixe d'affaires ou par un agent dépendant. Cette notion d'agent dépendant, on va y revenir par la suite. Donc, le nombre et la portée de ces exceptions sont variables, mais concernent en principe des activités de nature préparatoire ou auxiliaire. Donc, pour ces exemples, les exclusions de l'établissement stable qui ne constituent pas un établissement stable sont les suivants. Donc, c'est les installations utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise. Donc, marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition et de livraison. Donc, marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise. Ce n'est pas la société elle-même. Installation utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. Donc, le dernier exemple, c'est l'installation dont les activités n'ont qu'un caractère préparatoire ou auxiliaire. Donc, ces activités-là, donc, ils ne constituent pas des établissements stables. Ils sont exclus par les conventions. D'accord? Donc, on a dit, cette notion-là aussi, c'est aussi important. Donc, même ou l'absence d'installation fixe d'affaires, même en l'absence d'installation fixe d'affaires, une entreprise étrangère peut avoir un établissement stable dans l'État où il est représenté par une personne physique ou morale, autre qu'un agent indépendant qui va agir pour son compte et qui est habilité à traiter des contrats en son nom. D'accord? Ici, on va le qualifier, cette personne-là, comme un agent dépendant. Dans ce cas, on considère cette personne comme un agent dépendant et de fait qu'il dispose de pouvoirs suffisants lui permettant de conclure des contrats ayant trait aux opérations constituant des activités propres d'entreprise. Celle-ci dispose d'un établissement stable pour toutes les opérations engagées par cet agent dépendant. Donc ici, cette notion aussi est importante. Donc s'il s'agit d'un agent dépendant, donc c'est comme la société étrangère est réputée faire des opérations ici au Maroc, donc il doit s'identifier et
déclarer l'impôt ici au Maroc. Donc, ici, les critères qui sont retenus sont au nombre de 3. Donc, il doit y avoir une dépendance, il n'est pas dépendance par rapport à la société. Il ne s'agit pas d'une indépendance, c'est une dépendance de la société. L'agent dépendant a des pouvoirs pour la conclusion du contrat au nom de la société. Donc, il peut signer des contrats, il peut négocier, il peut signer, donc il peut engager la société. Et le troisième critère pour qualifier un agent dépendant, c'est l'exercice d'activités propres de la société et non pas des activités préparatoires ou auxiliaires. Donc, si ces conditions sont réunies, donc, on va parler d'établissement stable. Donc, cette personne qui engage, qui est ici, par exemple au Maroc, qui va signer, qui va engager, qui a tous les pouvoirs pour exercer une activité, dans ce cas, donc, il s'agit d'un agent dépendant. Je donne l'exemple, par exemple, si, par exemple, j'envoie une personne, d'accord, une personne étrangère qui vient ici au Maroc pour gérer, par exemple, un hôtel, ici. Donc, il ramène des directeurs ici, ici, il signe des contrats avec les fournisseurs, avec les clients, d'accord, il gère un hôtel. Donc, dans ce cas, donc cette gestion-là, il représente la société, donc il signe en son nom ici. Donc, cette activité-là, les rémunérations qui seront versées par la suite, donc ils doivent être imposés dans le cadre de résultat fiscal, doivent s'identifier en tant qu'établissement stable et déclarer ici, parce qu'il y a un agent dépendant. Donc, ça, c'est l'intérêt de cette notion-là. Donc, c'est une entreprise qui effectue des opérations commerciales par l'intermédiaire toutefois, une entreprise qui effectue des opérations commerciales par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou d'autres autres agents jouissant d'un statut d'indépendant ne peut être imposée dans l'autre contractant à raison de ces opérations si l'agent agit dans l'exercice normal de ses activités. Donc, il a un statut indépendant et il agit dans le cadre de son activité. Donc, dans ce cas, l'entreprise étrangère ne peut être considérée comme ayant un établissement stable à travers l'agent indépendant. Donc, pour le dernier volet, si vous permettez, donc, on va analyser un petit peu l'impact de la pandémie COVID-19 sur les opérations internationales. Donc, ici, les mesures de confinement liées au COVID-19 pourraient avoir des effets négatifs sur la répartition des droits d'imposer entre les États. Donc, afin d'éviter de telles conséquences, le CDE a publié le 3 avril 2020 des recommandations concernant notamment la qualification d'établissement stable et la notion de résidence fiscale. Donc, pour la qualification d'établissement stable, donc lorsqu'un employé travaille à distance à partir d'un État qui n'est pas l'État de résidence de la société que l'emploie, les autorités fiscales de l'État de résidence de l'employé pourraient y reconnaître l'existence d'un établissement stable, comme on a vu. Donc, agent dépendant, activité exercée, etc. Et par conséquent, imposer une partie des bénéfices de la société. Donc, à ce titre, la CDE précise que le changement exceptionnel et temporaire du lieu où les salariés exercent leur emploi en raison de la crise COVID-19, tel que le travail à domicile, ne devrait pas créer de nouveaux établissements permanents pour l'employeur. D'accord? Donc, par conséquent, aucun établissement stable ne devrait être caractérisé en raison de l'absence de disposition par l'entreprise du lieu de travail de l'employé, parce qu'il travaille à distance de chez lui, il n'y a pas un lieu de travail bien déterminé, et d'un degré suffisant de permanence, parce que c'est limité dans le temps. D'accord? Donc, on ne doit pas qualifier d'établissement stable dans ce cas-là. Donc, en ce qui concerne les chantiers de construction, ils constituent dans une majorité de conventions un établissement stable lorsqu'ils dépassent certaines durées. Donc, l'OCDE a précisé que l'interruption temporaire due à la crise Covid doit être incluse dans la détermination de la durée de chantier. Donc, une autre implication, c'est l'implication sur la notion de résidence fiscale. Donc, les mesures restrictives prises par le gouvernement pourraient également entraîner un changement
du lieu d'élection effective de l'entreprise et donc de sa résidence fiscale, ou bien un changement de résidence d'un individu. En effet, du fait de l'épidémie, une personne peut être retenue dans un état autre que celui de son domicile, parce que les frontières ont été clôturées, donc une personne être retenue dans un état. De même, une personne travaillant dans un état où elle a acquis le statut de résident peut être contrainte à retourner dans son pays d'origine. Donc, il y a certains pays qui ont renvoyé, parce qu'il n'y a pas de travail, ils ont renvoyé les non-nationaux. Donc, ils les ont renvoyés à leur pays d'origine. Donc, il peut y avoir ces cas-là. Donc, le CDE a déclaré que cette délocalisation temporaire due à la crise de Covid ne devrait avoir aucun impact en matière de résidence fiscale. Donc, on ne va pas compter cette période-là où il y a ces changements. Donc, globalement, c'est ça. Donc, je cède la parole à Mme Hafida et à l'équipe pour la suite. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, M. Ajara, pour cette présentation enrichissante. Merci à tous les participants pour leur présence. Maintenant, on passe aux questions qui ont été posées via le chat. Merci d'afficher les questions. Bonjour, bonsoir tout le monde. Avant d'afficher les questions, je n'entends pas bien. S'il vous plaît, je n'entends pas bien. Pardon, M. Ajara? Je n'entends pas bien. Ah, c'est bon? C'est bon. On passe aux questions qui ont été posées via le chat. Donc, je dis, avant de passer aux questions qui ont été posées pour le chat, je tiens à remercier Abdrahim, l'équipe, l'association ACC pour ce webinaire. Et moi, j'ai une question assez Ajaran, d'ordre général, et je dirais une question macroéconomique, si on peut qualifier ça comme ça. C'est la différence entre, la mesure entre un accord économique bilatéral et une convention fiscale. Est-ce que l'un peut impacter l'autre ou vice-versa, ou il n'y a pas de lien entre une convention fiscale et un accord économique bilatéral entre deux pays? Non. Au niveau des conventions fiscales, c'est purement, ils portent sur la matière fiscale. D'accord? Est-ce qu'ils n'impactent pas les accords économiques? Donc, en principe, non. On définit les modalités d'imposition et de répartition d'une imposition. Donc, il porte uniquement sur les modalités d'imposition. Donc, ce n'est pas une convention de coopération ou bien de... Donc, c'est uniquement, il porte sur la matière fiscale. C'est pour répartir, on définit qu'est-ce sont les revenus qui sont concernés, les personnes qui sont concernées, la notion de résidence fiscale et pour trancher les cas où il y a des problèmes. D'accord? Pour les procédures à l'amiable, pour le recouvrement des créances fiscales. Donc, uniquement, il porte sur la matière fiscale. D'accord. Très bien. Donc, je cède la parole aux questions de nos invités. Et là, on va vous afficher les questions une par une. Quand vous les voyez, vous voyez la première question? Oui, vous pouvez, oui. Donc là, on va passer question par question. Et, bien sûr, et les personnes qui ont posé les questions, s'ils veulent intervenir au fur et à mesure, ils sont bien sûr, on va leur donner le droit de... Si des personnes veulent ajouter des choses, donc c'est un échange, tout le monde peut y contribuer. On va leur autoriser l'accès au micro. Très bien. Donc je rappelle là, j'ai essayé pour rappel, donc ça c'est pour les principes fondamentaux, d'accord? Donc j'ai essayé de faire d'exposer les principes, ok? Donc certainement il y a des problématiques, il y a des choses qui doivent être approfondies, donc je n'ai pas traité d'une manière express au niveau de ce webinaire, d'accord? Donc la problématique de prêt de transfert, l'imposition des logiciels par exemple, le trafic international maritime, etc. Donc les assurances, donc il y a plein de problématiques qui peuvent faire l'objet ultérieurement d'un webinaire à part. Donc, pour traiter que des problématiques pointues, d'accord? Donc, ça, c'est pour l'initiation, c'est pour rappeler les principes généraux. Après, on pourra prévoir un autre séminaire pour approfondir des questions délicates qui se posent généralement. Très bien. On commence par la première question. Oui, c'est ma faute. Afficher la première question. Oui, c'est déjà affiché, c'est bon? Non. Non.
Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? Madame Hafida? Oui, il y a la première question qui a été posée par M. Biazi. C'est Comment décompter pratiquement les 183 jours sur les 365 jours? Ceci dépendait-il de l'année civile? Mhm. Donc ça, c'est une question, oui, c'est une question de fait, question pratique. Donc, sur toute période de 365 jours, c'est toute période de 365 jours. Donc, on commence à décompter 183 jours. Dès l'entrée, sur une période de 365 jours. Donc, ça, c'est comment on décompte les 183 jours. Pour l'attestation de résidence fiscale, est-elle fondamentalement pour justifier la résidence fiscale ou encore le démembrement du jour à raison de 183 jours. Donc, parfois, cette attestation est demandée lorsque, par exemple, une personne il dit que je suis résident dans un État. Comment je vais savoir qu'il est résident? Donc, je ne dispose pas de renseignements pour décider, pour savoir si une personne est résident, par exemple, en France ou bien en Italie. Donc, il y a certains cas, il est demandé une attestation de résidence fiscale. Donc, on a dit, on doit savoir si une personne est résidente pour se faire valoir la convention. Donc, si elle est applicable ou non. Donc, on doit demander, pour appliquer une convention, encore faut-il s'assurer que cette personne-là est résidente de cet État-là. Donc, en pratique, parfois, il est demandé l'attestation de résidence. Donc, il y a question... Donc, pour les assurances, c'est une question très délicate. Donc, parfois, parce qu'au niveau du sujet marocain, elle range parmi les revenus salariaux. Est-ce qu'au niveau de la convention, est-ce que ça relève des revenus non cités? Donc, ça, c'est une question qui n'est pas encore tranchée. Donc, parfois même, l'administration fiscale doit être saisie à ce sujet pour donner une position claire à cette question-là. Question suivante, Ravida. Alors, quel traitement est versé aux dividendes de source étrangère perçus par une personne physique imposable au Maroc? Donc, les dividendes reçus, on a dit sont imposables à 15%. Donc, il est lieu de les déclarer, c'est 15% qui est libératoire de l'IR. C'est prévu au niveau du Code général des impôts. Question suivante. Oui, bonjour. Faut-il appliquer une retenue à la source sur les dividendes destinés à une société mère, société anonyme simplifiée française selon la convention fiscale franco-marocaine? Bien sûr, on a dit que tant qu'il s'agit d'un dividende, il faut retenir 15% et il faut vérifier la convention fiscale. Donc, sous réserve des dispositions de la convention fiscale marocaine, franco-marocaine. Donc, en principe, c'est 15, mais il faut vérifier la convention au niveau de la franco-marocaine. Bonjour, que faire lorsqu'une partie à une convention commerciale refuse par exemple d'appliquer l'exonération des droits de douane? Non, pour les droits de douane, donc généralement, ils ne sont pas couverts par les conventions. Les conventions fiscales. Parce que c'est l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les droits de douane ne sont pas régis par les conventions fiscales. Quand il y a Salahdin, il pose des questions. Est-ce que ces opérations sont autorisées? Facturation sur une filiale au Maroc. 2. Rapatriement d'argent sur société mère à l'étranger. Est-ce que les frais de siège sont concernés par le prix de transfert? Donc ça, c'est une question plus globale. Donc, facturation, une filiale, bien sûr, je peux facturer, mais encore faut-il qu'il soit réel, qu'il correspond à un travail effectif. Et la rémunération doit être juste pour ne pas avoir un transfert de bénéfices. Donc, s'il y a une prestation réelle, donc je peux la facturer. Donc, il y a le principe qui est appliqué, c'est le principe de pleine concurrence qui est appliqué pour savoir s'il y a un transfert de bénéfices, oui ou non. Donc, la facturation, oui, mais la question d'appréciation, elle est toujours là.
donc pour la question de prêt de transfert. C'est Mahfouz. Alors, il y a une autre question de M. Jbouri. Y a-t-il une convention entre le Maroc et un autre État qui parle de mode d'imposition ou encore exemption des intérêts prévus par la loi 3210? Oui. Donc ça, c'est les pénalités de retard. On a dit que les intérêts ne couvrent pas les intérêts de retard. Donc, ils ne sont pas clairement cités dans les conventions. Une personne physique étrangère résidant civilement au Maroc à titre permanent, cette même personne a le droit de choisir d'être imposée dans son pays d'origine. C'est une question. Une personne physique étrangère résidente civilement. Ouais. Civilement, non. Donc, s'il est résident fiscalement, il n'a pas le choix. Donc, s'il est résident fiscalement au Maroc, il doit être imposé aussi bien pour ses revenus locaux au Maroc, même étrangers. Donc, si on est résident, on n'a pas le choix. Question suivante. Les entreprises adjudicataires des marchés au Maroc revêtent le statut fiscal d'établissement stable. Je passe. Non, c'est la première question. D'accord. Donc, c'est pour les sociétés adjudicataires. Donc, bien sûr, donc, ils sont soit imposables dans les conditions de droit commun au Maroc, parce que déjà, ils constituent un autre marché. Un marché, encore faut-il qu'il soit qualifié d'établissement stable. Dans ce cas, ils sont soit être soumis au régime droit commun, donc déclarer les impôts, soit être soumis au forfait. Il y a une imposition forfaitaire. Donc, il a le choix de faire les options qui sont offertes par le CGI. Les plus-values suite à cession des titres, actions ou parts sociales dont le cédant est un étranger, ce monsieur peut-il choisir d'être imposé dans son pays d'origine, bien que la source est bel et bien le Maroc? Donc, généralement, pour les plus-values mobilières, ils sont au niveau des comptes, parce qu'on parle s'il y a une convention. Donc, s'il y a une convention, donc généralement, c'est le pays de résidence du bénéficiaire. D'accord? Ce n'est pas le pays de la source. Donc, à moins que ces plus-values des titres mobiliers ils sont qualifiés de biens immobiliers, comme on a dit. Si je détiens des titres, par exemple, au Maroc, dans une société à prépondérance immobilière, dans ce cas, je serai obligé d'être taxé ici, parce que c'est un revenu immobilier. On taxe là où il y a le situs. Mais s'il s'agit je suis à l'étranger et j'ai une participation au Maroc et il y a une convention, donc ce cas, le revenu, c'est généralement au niveau des conventions, il est prévu, c'est le pays de résidence du bénéficiaire. Ce n'est pas le pays de la source du revenu. Okay. C'est Mahfouz? C'est une question? Dernière question. C'est dans le cas d'une société c'est bon? Oui, allez-y. Ouais. Donc, on va passer aux questions du chat par Samir, le temps de préparer d'autres questions. Si Samir, vous pouvez prendre la main. Si Samir. Désolé, le micro était désactivé. Très bien. On vous entend. Donc, il y a une question encore de M. Aziz Jbouri. Y a-t-il une convention entre le Maroc et un autre État qui parle du mode d'imposition ou encore d'exemption d'intérêt prévu par la loi 3210? M. Ajaram a déjà répondu à cette question. Donc, un expatrié, toujours M. Aziz, un expatrié étranger au Maroc peut-il ne pas être imposé au Maroc en évoquant que son domicile fiscal est bien son pays d'origine? Aussi, par quels moyens on peut l'obliger d'être en situation de transparence totale vis-à-vis de la loi de finances marocaine? Déjà, on parle d'expatrié parce que là, il va être ici expatrié s'il dépasse, par exemple, s'il son foyer ici, s'il dépasse 192, donc généralement, s'il répond aux critères édictés par l'article 23, donc il serait considéré comme un résident ici au Maroc et partant, il doit être
imposé ici. Donc, si les salariés, son employeur va prélever l'IR, mais s'il a d'autres revenus à l'international, donc il doit déclarer aussi bien ces revenus-là, de source marocaine, qui est l'impôt qui est le revenu salarié, et les revenus mondiaux, revenus étrangers. Oui, bien sûr, il va déduire l'impôt qu'il a payé. Et c'est au Maroc. Donc, la société lui délivre une attestation. Comme ça, il peut déduire l'IR qui a été prélevé par la société. Mais il doit déclarer l'ensemble parce que c'est un expatrié. Il répond au qualificatif de résident ici au Maroc. Donc, il devient imposable ici au Maroc. Une question de M. Aziz. Ouais. Un résident français a reçu des dividendes de sa société marocaine. Quitter le régime fiscal appliqué sur ces dividendes. Mhm. Comment le fiscal Ici, ça, donc, c'est le principe oui. du dividende. Ouais. Donc, ici, c'est résident en France. Oui. C'est un résident en France, donc c'est 15%. Un résident. Donc, c'est 15%. On doit voir la convention fiscale franco-marocaine. Si c'est le bénéficiaire fictif, c'est ADA, parce qu'il y a des taux qui peuvent, en fonction d'un pourcentage de détention, qui peut varier. Ouais. Encore, M. Aziz, comment le contrôle fiscal est-il comment le fisc contrôle-t-il les factures des FIS des sociétés étrangères? Parce qu'il y a déjà, par rapport au droit, donc l'administration fiscale peut, il a le droit d'appréciation des rémunérations versées à l'étranger. Donc, il a le droit. D'accord? Maintenant, comment c'est par rapport aux comparables et les informations dont il dispose. Donc, généralement, sur les conventions internationales, on utilise le plan de concurrence. C'est quoi le plan de concurrence? C'est si une autre société indépendante qui exécute cette prestation, combien elle aurait facturé. Oui. D'accord? Donc, par exemple, si la société mère facture 1000 et l'autre société indépendante peut facturer 800, on peut se tenir que là, il y a un transfert de bénéfices parce qu'il y a une différence. Et il y a aussi la possibilité. L'administration fiscale, le contrôle, il a le droit d'appréciation. Oui. D'ailleurs, c'est un grand débat qui est actuel sur les prix de transfert. Donc, c'est un sujet très épineux. Aussi, ils peuvent faire la comparaison vis-à-vis des sommes versées via l'office d'échange. C'est-à-dire, on a 2 centres d'appel ici au Maroc, dans la société mère, toutes les 2, ils sont à l'étranger. On peut faire la comparaison du taux de management fees. Bien sûr, parce qu'il est comparable, oui. Donc, il peut, s'il y a un marché, il y a des comparables, oui. Apparemment, allez-y. On n'a pas. Ouais. Oui, apparemment, donc les questions du chat sont terminées, mais on donne la parole à la salle si quelqu'un veut intervenir pour poser des questions à notre. Il y a une. Bon, c'est pour les participants qui sont à la salle, s'ils veulent participer directement, ils peuvent lever la main et à ce moment, on débloque le micro pour eux. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Ouais. Donc, si quelqu'un peut intervenir, ils ont le droit d'activer le micro pour pouvoir poser des questions à ces Ibrahim. La parole est à vous, messieurs, mesdames. Donc, il n'y a plus de questions. Il y a une question de M. Yassir. En cas de conflit d'interprétation sur la qualification d'un revenu, comment faut-il trancher? Donc, au niveau des conventions, généralement, il y a la procédure à suivre pour trancher une telle situation, parce que déjà, les autorités compétentes pourraient intervenir pour trancher une telle discordance.
entre les positions. Donc, c'est prévu au niveau des conventions pour les accords à l'amiable en cas de conflit, en cas d'interprétation l'interprétation de qualification d'un revenu, etc. Bon, il y a la question de rachat partiel de l'assurance vie, mais comme vous avez dit que c'est une question qu'il faut revenir. Là, c'est pas encore tranché, non. Ouais, il n'est pas tranché, donc on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas répondre sur cette question. Donc, monsieur, non, je ne vois pas de question. Donc, madame Hamida. Non, s'il y a une question, non? Pas de question? Non, non. Ça, c'est pour les rachats partiels des assurances. On a déjà répondu sur la question. Il n'y a pas un point de vue. Donc, est-ce que ce sont des revenus salariés ou c'est des revenus non cités au niveau des conventions? C'est un peu particulier. Il y a Madame Khadija. Oui. Oui, Madame Khadija. Monsieur Abdelrahman. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup, c'est Abdelrahim, pour l'intervention. Je voulais juste une petite question par rapport aux pays avec lesquels le Maroc n'a pas encore signé de convention. La priorité est accordée au droit commun dans le cadre de la résolution d'un cas de fiscalité et de détermination de résidence. Quelle est la priorité en fait appliquée aux différents cas qui sont issus des différentes transactions qui sont faites avec les pays dont le Maroc n'a pas encore signé de convention fiscale? Donc, une fois, en cas d'absence de convention fiscale, c'est automatiquement, c'est le droit interne qui s'applique. D'accord. D'accord. Donc, on ne peut pas prévaloir l'application d'une convention. Donc, c'est les dispositions de droit interne qui va s'appliquer. Auquel cas, les contribuables des deux parties risquent d'être doublement imposés. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on conclut des conventions justement pour éliminer une telle double imposition. D'accord? Okay. Et parfois, il y a des montages, c'est pour détourner ça, donc qui se pratiquent. Par exemple, si par exemple une société marocaine, il crée une société en France qui va investir dans par exemple l'Arabie Saoudite. Donc, parce qu'il y a une convention fiscale entre l'Arabie Saoudite et la France, il y a une convention entre le Maroc et la France. Donc, il y a au lieu de faire une relation bilatérale entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, il y a parfois des montages que l'entreprise fait ce trio-là. Donc, il fait intervenir notre pays pour qu'il va jouer de relais pour avoir une convention dans le double sens. D'accord, merci, maître. Merci beaucoup, Sir Abdelrahman. Moi, j'ai une question assez, Abdelrahman, d'ordre pratique. C'est en termes de retenir la source, l'obligation de retenir la source sur pour une opération, en fait, une entreprise américaine qui a une filiale dans les pays de Golfe qui fait une prestation au Maroc, d'accord? Oui. Sur cette prestation-là, il y a une retenue à la source qu'il faut opérer au niveau marocain. Sauf que la retenue n'est pas indiquée sur la facture. Est-ce qu'il y a une obligation de mentionner uniquement la mention de retenue à la source à la charge du bénéficiaire? Il suffit pour que la banque puisse débloquer, récupérer la quote-part de la… Deuxième question sur la même chose, c'est que si tu retenue à la source, tu vas payer sur trois tranches. Premier compte, deuxième compte, troisième compte. Donc, la retenue, c'est en fonction des blocages au fur et à mesure des transferts, c'est ça? Oui. Mais est-ce que la mention retenue à la source tout court sur la facture est suffisante pour que le banquier vous prélève 11,11% par rapport au montant transféré, ou il faut quand même mettre le montant de la retenue sur la facture? Parce que moi, en tant qu'entreprise marocaine, j'ai une facture de 100.
Mais Bien en sûr, termes de déjà, charge, oui, je vais payer 100 plus 11. oui, je sais, oui, oui. Oui, donc, Effectivement, indépendamment de la facture, on voit d'accord. la prestation, est-ce qu'elle est soumise ou non. Donc, s'il Il est s'il soumis, est il est soumis. qualifié en tant que redevance, on doit appliquer la retenue de source, même si il n'est pas prévu. Maintenant, s'il n'est pas prévu, la question de savoir, c'est ce montant-là qui figure sur la facture, est-ce que c'est un montant brut ou net? Est-ce C'est un que je vais montant. lui transférer uniquement 90% ou bien je dois prendre en charge la retenue à la source. Donc, Je- c'est comme si ma charge va être 111%. D'accord? C'est ça, c'est ça. C'est 111% du montant qui doit figurer. Maintenant, donc, la retenue à la source, le calcul de la retenue va être déféré uniquement. Est-ce que je Mhm. prends un montant net, donc par exemple 100, je vais prélever 10, ou bien non, je vais lui transférer 100 et je vais payer sur la Payer base de 11. 111. Donc, c'est ça la question, c'est une question de base. Mais sur le plan principe, on doit prélever la retenue à la source. Ouais. D'accord? Et sur le plan fiscal, donc, il faut prévoir ça au niveau du contrat. Parce que déjà, cette retenue, c'est comme, même si on le prend en charge, ça devient comme un élément de coût. Donc, encore Du coup, faut-il que le contrat le prévoit expressément, comme ça, on le considère comme un coût parmi d'autres. D'accord? Donc, le coût réel, c'est 111. Ouais. le contrat D'accord? Pour éviter prévoit un article aussi, retenir la source réclamation à la par charge l'administration du fiscale. Par rapport, par rapport à la deuxième question, donc, c'est une question importante parce que déjà, vous avez parlé des avances. D'accord? Exact. Si on en parle d'avance, ce n'est pas une prestation, c'est pas une redevance parce que c'est une simple avance. D'accord? Donc, mais en pratique, les gens, à titre de prudence, déjà, une fois ils versent des avances, ils commencent à prélever la retenue pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Mais juridiquement, c'est une avance. Je peux les récupérer par la suite. Il n'a rien rempli comme redevance, comme prestation. Donc, je lui donne de fonds que je peux, par exemple, les récupérer par la suite. D'accord. D'accord? Ouais. Il s'agit d'une simple avance. Avance, ce n'est pas des redevances. Mais s'il s'agit de rémunération d'une prestation en fonction de l'avancement, d'accord? Donc, s'il y a un avancement de la prestation, je Non, paye pour un avancement, c'est un d'accord? acompte à la commande. C'est un acompte à la commande. Voilà, c'est comme par exemple les logiciels. Exact. Généralement, on prévoit par exemple 30%, 20%, 50%, c'est en fonction de Exact. l'avancement. Dans ce cas, les logiciels ils sont soumis à la retenue à la source. Donc, à chaque fois je verse une partie, je dois prélever la retenue à la source. Parfait, merci beaucoup. Une question de M. Madani. Société marocaine adopte un télétravail en continu avec des collaborateurs à l'étranger, entre parenthèses des salariés. Quel est le traitement fiscal des salariés? Bien sûr, là, on veut que ça. Donc, pour le décompte de la résidence fiscale, donc pour le CDE, donc pour cette durée-là que les salariés qui sont retenus à l'étranger, indépendamment de leur volonté à cause de la fermeture des frontières, donc cette période-là ne sera pas comptée parce qu'ils ont été retenus dans ces pays-là d'une manière involontaire. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire qu'ils travaillent indépendamment de avec eux, Oui, indépendamment de la situation Covid. indépendamment de la Covid. Oui, Est-ce qu'ils seront imposés dans le pays d'origine ou la société qui les rémunère? bien sûr, parce que s'il travaille à distance, donc il travaille, donc il exerce son activité. On a dit, cette personne-là, s'il exerce un travail à l'extérieur, il peut engager la société, d'accord, il peut signer, même s'il travaille à distance. Donc, il sera lui-même constitué d'un établissement stable. C'est comme la société, elle exerce une activité à travers cette personne-là qui est qualifiée d'agent dépendant. Même s'il travaille à distance, donc ça ne change rien. L'essentiel, c'est le critère qu'on a évoqué. Est-ce qu'il engage la société? Est-ce qu'il signe? Est-ce qu'il pour qualifier d'agent dépendant et partant établissement stable qui doit être déclaré là où l'employé exerce l'activité.
Je vois deux mains levées. C'est Yassine Miftah Abdrahim ou c'est Abdrahman Hamimidi. Si Miftah, vous voulez prendre la parole? Oui, Oui. Parfait, merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va, Kulchi Bekher. Merci, Abdrahim, pour la qualité de la présentation. En fait, c'est un complément par rapport à ce que vous avez évoqué pour tout ce qui est imposition sur on va dire moi, j'ai un cas d'un cluster où on paie un membership pour une filiale en France. On était confronté à une retenue à la source. Lorsqu'on voulait payer la facture, on nous a demandé de payer on va dire la retenue à la source. Ce qu'on a demandé à la filiale, c'est qu'il doit mettre dans sa facture, on va dire le montant, y compris on va dire la retenue à la source. Comme ça, eux, ils vont recevoir, on va dire le montant, le net. On a trouvé cette alternative pour que ça soit, on va dire, clair dans nos écritures comptables. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il vaut mieux, donc, généralement, même la TVA retenue à la source, elle est prévue. Donc, d'accord? C'est comme la société maison mère va dire, par exemple, 100, c'est le montant brut, 10, retenue à la source, ça fait 90, 20, sur la base de 120 TVA, donc ça donne, par exemple, 110, moins 20. Parce que moins 20, c'est TVA retenue à la source. Donc, c'est comme la société étrangère va facturer la TVA puisque l'article 115 dit que les opérations effectuées au Maroc doivent être facturées avec TVA. Donc, c'est comme il facture 110 avec TVA et après, il va la déduire parce qu'il ne va pas la recevoir. Donc, il va la déduire au niveau de la facture moins 20. Comme ça, il ne laisse que 90 qu'il va la percevoir. Et faire mentionner que la TVA aussi, il va faire l'objet d'une retenue à la source qui va être payée par le client marocain. Donc, effectivement, la société étrangère facture la TVA, d'accord, parce qu'il a exécuté une prestation au Maroc, mais au niveau de la facture, il va la déduire parce qu'il ne va pas la recevoir. Effectivement. Merci, Abdrahim. On a une deuxième levée, c'est Abdrahman. Vous voulez intervenir? C'est Abdrahman. Donc, je crois qu'il a oublié là. Rebonjour. Bonjour. Abdrahim, je voulais juste, j'ai entendu parler de certaines options. Y a-t-il des contribuables qui ont certaines options à opter pour le droit commun ou au conventionnel ou pas? Parce que bon, je ne maîtrise pas en fait, je n'ai pas cherché à savoir, mais j'ai entendu parler d'options. Y a-t-il des options de choix? C'est pour les entreprises adjudicataires de marché ici au Maroc. Donc, soit une imposition forfaitaire en fonction du chiffre d'affaires, soit déposer un bilan et payer avec un résultat, avec les charges, etc. Donc, ça, c'est au niveau des entreprises adjudicataires de marché. D'accord. Et donc, du coup, là, c'est l'option... c'est l'option dès le départ ou oui, dès le départ, oui, bien sûr, dès le départ, oui. Droit commun, oui. C'est comptabilité, etc. Bien sûr, oui, exact. Merci, c'est Abdrahim. Allah yabarak Ustad. Merci à vous, Abdrahman. Donc, il y a une autre question qui était posée via le chat. Dans le cas d'imposition d'un étranger, les revenus à déclarer sont ceux acquis à l'étranger ou bien transférables au Maroc. Autrement dit, la déclaration concerne les revenus globaux ou rapatriés au Maroc. Donc, pour les cas, s'il est qualifié de résident au Maroc, d'accord? Donc, c'est résident au Maroc, donc il va être imposé aussi bien au niveau revenus locaux et revenus à l'étranger. Donc, les revenus mondiaux. Il va être imposé parce qu'il est résident ici au Maroc. C'est Samir? Monsieur, je pourrais aussi poser une autre question. Pour imposer au nom les revenus d'une personne présumée résidant au Maroc, la notion de la résidence est à retenir à échéance de la déclaration ayant donné naissance de ces revenus au moment de sa mise à disposition. Prenons par exemple les dividendes des personnes physiques non résidentes aux zones franches. Le fait générateur est-il la date d'arrêté des comptes ou la date de la distribution? Pour imposer au nom les revenus d'une personne résident au Maroc,
Donc, je pense qu'il a refait juste la question. La question est... Question suivante. Vous passez à la question suivante, Madame Hafida. Une société française adjudicataire d'un marché public au Maroc pour exécuter une prestation dans un pays en Afrique, exemple animation touristique, quel est le traitement prévu? Oui. Vous avez entendu la question, M. Ajaram, non? S'il vous plaît, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Une société française adjudicataire d'un marché public au Maroc pour exécuter une prestation dans un pays en Afrique, exemple animation touristique, quel est le traitement prévu? Donc, dans ce cas, soit on a dit, soit adjudicataire de marché, soit imposition de droit commun, parce que c'est, comme on a dit, résultat fiscal, etc., soit l'imposition forfaitaire, donc adjudicataire de marché. Je pense qu'on a fait le tour. Pour cette question-ci, Brahim, Ouais. non, parce que ça a l'air d'une opération très partie, parce que la société est française et le marché va être exécuté en Afrique, au Maroc. Donc, Effectivement, oui. Ah, d'accord. Donc, c'est pas au Maroc. Pour exécuter une prestation. Non, non, le marché va être appliqué, va être, je crois, on va dire au Sénégal, par exemple. 3 pays concernés, oui. 3 pays, c'est très parti. Quel est le rôle de la société marocaine? C'est quoi là? Donc, c'est comme une opération tripartite. Mais le rôle de la société ici au Maroc, c'est quoi l'impact? C'est la question, c'est le traitement de l'opération. Je peux donner un exemple, c'est Mahfoud. Vas-y, c'est vas-y, allez-y. Alors, je donne un exemple. Maintenant, une société marocaine qui a décroché, on va dire, qui a la possibilité de réaliser un ouvrage au Sénégal, et il a généré un appel d'offres. OK? Oui. Il a eu comme sous-traitant une société française. Donc là, on aura une société française qui a décroché le marché, en fait, qui a été lancé par le Maroc, mais qui va être exécuté, on va dire, en partie au niveau du Sénégal. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, on a l'exemple de l'entreprise qui a décroché un marché au Maroc et qui va l'exécuter en Afrique. Bien sûr, oui. Dans ce cas, c'est les constitutifs d'un établissement stable, donc il sera imposé au Sénégal. D'accord? Parce que ce marché-là, il sera imposé dans la partie Sénégal. Donc, le chiffre d'affaires qui va être réalisé, même s'il va être constaté par la société marocaine, d'accord, les résultats qui vont être, mais il va être déduit, il ne va pas être taxé. D'accord? Parce qu'il y a une convention entre le Maroc et le Sénégal, d'accord? Donc, dans ce cas, il est constitué d'un établissement stable, donc l'impôt doit être payé au niveau de Sénégal. Donc, l'entité marocaine doit s'identifier au niveau du Sénégal et payer ses impôts. Après, il va consolider ce résultat au niveau de son résultat fiscal. Mais il doit la neutraliser, puisque pour éviter la double imposition. D'accord? Donc, il va inclure dans son chiffre d'affaires, bien sûr, les frais de sous-traitance, et ce sont des charges déductibles. D'accord? OK. Dans le cadre de ADA. Mais tout le résultat lié à ce ADA, y compris la sous-traitance, tout ce résultat-là ne doit pas être en principe impacter le résultat fiscal. Le résultat comptable, oui, le résultat fiscal, non. OK, parfait. Merci. Madame Hafida, je crois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Je pense qu'on a terminé. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non plus. Madame Hafida, on conclut. Bon, je pense qu'on a terminé. Donc, On va laisser à Abdrahim le soin de conclure avant de donner la parole à Madame Hafida. Bien sûr. Donc, je remercie tous les participants donc pour leur participation. Il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est Abdrahim. Si Walid voulait intervenir? Si Walid? Oui. Vous voulez intervenir? Je n'ai pas une intervention. Seulement, je remercie Abdrahim. Il est toujours là.
il nous donne des formations excellentes et des thèmes très spéciaux qui répondent aux besoins de tout le monde, surtout les financiers. Donc, je vous remercie une deuxième fois. Marhaba, marhaba, avec un grand plaisir, toujours un plaisir. Barakallahu fik, Sir Abdrahim. Et par l'occasion, je remercie tous les participants, mes amis, mes confrères, donc pour leur participation. C'était très enrichissant compte tenu de leur contribution. Je vous remercie beaucoup. Nous aussi, on vous remercie, c'est Ajaran. Il est aussi associé fondateur de la société AF Métis Consulting. Je remercie aussi mes amis co-animateurs, M. Mahfoud El-Ghana, Mme Hafida Sibbar. Je laisse à Mme Hafida le mot de conclusion. Je n'ai qu'à remercier Abdrahim Ajaran pour cette présentation. Et je remercie aussi les membres d'ACC de nous avoir fait confiance pour organiser des ateliers de formation touchant différents domaines de connaissances. Merci tout le monde, merci à tous les participants. Merci c'est Samir, c'est Mahfoud, c'est Walid, c'est Miftah pour vos encouragements, pour vos soutiens. Monsieur Hissam aussi. C'est Issa pour la partie logistique, bien sûr. Marhaba. Voilà, merci. Merci à vous. Et on vous donne un autre rendez-vous avec Sir Abdrahim bien prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec un grand plaisir. Inch'Allah. Toujours, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. الله يجازيك بخير شكرا ميرسي لي زامي On est في la phase finale, alhamdoulilah. امين ميرسي بوكو Inch'Allah, Inch'Allah. السلام عليكم Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. معكم. Merci beaucoup. Barakallahu Au fik. revoir. الله يرحم الوالدين. Donc, تخدم معاك من بقيتو صراحة ساليتي je crois qu'on a fini, hein, les gars. C'est Samir. Oui, on attend les participants. On remercie les participants qui quittent la salle, oui. Très bien. On peut arrêter l'enregistrement.